Place au parti pris. Pascal Route, vous restez autour de la table. Abnou Chelmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez Route. Alors il y a quelque chose, peut-être d'alarmant, je ne sais pas, mais en tout cas de réconfortant de voir que nous restons le pays du livre en France, de la littérature, parce que le choc Olivier Nora, renvoyé en quelques heures de Grasset, de la maison d'édition Grasset, provoque un tsunami de débats, de réactions, et vous nous dites... vous nous donnez votre vision de l'affaire que vous nous rappelez d'abord. Moi, j'ai d'abord envie de crier un peu au secours, parce que ce qui me semble, c'est que la polarisation politique est en train de contaminer notre vie culturelle et intellectuelle, et ça m'inquiète beaucoup. C'est pas nouveau, mais avec l'éviction brutale d'Olivier Nora, qui est le directeur des éditions Grasset, par le propriétaire du groupe Hachette, Vincent Bolloré, on assiste à un nouvel épisode de cette bataille pour l'hégémonie culturelle d'une ligne éditoriale très ancrée à la droite de la droite. C'est une forme, en quelque sorte, assumée la lecture du philosophe de gauche Antonio Gramsci, qui a théorisé l'investissement du terrain culturel pour façonner les récits dominants et influencer l'opinion. Vincent Bolloré, il détenait déjà de nombreux médias, des maisons d'édition. Il est donc facile de voir dans cette éviction de cette figure historique extrêmement respectée du monde de l'édition une volonté de continuer à structurer et à contrôler complètement un pôle ultra-conservateur. Alors, revenons sur les faits, comme vous le disiez. Il y a plusieurs thèses qui circulent. Il y en a une qui parle de Boualem Sansal, sur lequel Olivier Nora n'était pas d'accord sur les dates de parution de son livre. D'autres, selon le Nouvel Obs, racontent plutôt que le patron des éditions Grasset a refusé d'éditer l'essayiste Nicolas Diat, lui-même éditeur, notamment du cardinal Sarah et de Jordan Bardella, mais aussi d'autres auteurs à succès moins identifiés politiquement. Son refus aurait déplu et son limogeage a été immédiat. Nicolas Diat a d'ailleurs répondu que son texte était instrumentalisé et que ce conflit le navrait. Mais ce limogeage brut a immédiatement, et c'est tout à fait intéressant parce qu'il rejoint ce que vous dites, suscité la forte réaction de 115 auteurs qui sont devenus maintenant 170 et qui seront peut-être plus, qui ont signé en quelques heures une pétition, une lettre réaffirmant leur attachement à Olivier Nora, face à l'atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale. Ils ne publieront pas leur prochain livre chez Grasset. C'est ce qu'ils annoncent. Et les signataires, ils sont de droite et de gauche. Bruckner, Serge Chalandon, Caroline Fourest et bien d'autres. On en parlera. Et ils refusent, disent-ils, d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. Parce que c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette maison coexistaient des auteurs qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose. C'est ça l'expression d'Olivier Nora et de tous d'ailleurs, puisqu'ils l'ont répété. Il y en a qui s'asseyaient pas les uns à côté des autres jusqu'à avant-hier. et donc c'est vrai que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un auteur, c'est pas un produit comme un autre. Ça veut dire que le management brutal qui a donné lieu à cette éviction, en fait, est tombé sur un os, entre guillemets. Parce que les écrivains, c'est une catégorie particulière, une liberté en soi, qui a pu dire non et qui, du coup, ce départ massif les maisons d'édition Grasset, c'est un coup dur, c'est un coup peut-être mortel pour cette maison d'édition. Alors, moi, ça m'inquiète d'autant plus que je me demande maintenant, mais combien de lieux vont pouvoir résister à cette guerre culturelle ? Des médias, des maisons d'édition, des institutions culturelles, où coexisteront des opinions différentes, des esprits opposés, des partisans de la nuance. Parce que l'offensive de la galaxie Bolloré, elle est très visible. Mais on voit déjà se dessiner ceux qui, comme Mathieu Pigasse, ce banquier d'affaires présent dans l'actionnariat du Monde ou propriétaire de Radio Nova, bien on le voit se dessiner une volonté claire de s'installer sur le champ politique, lui aussi. Il l'a dit en janvier dernier. Je veux mettre les médias... Moi, je me demande si on va pas se retrouver dans une forme de binarité obligée, de choix imposés. Alors qu'à l'aube de l'élection présidentielle, nous avons besoin de lieux d'échange, de coexistence entre des opinions, des visions du monde différentes. Les espaces vont se rétrécir. Les Français n'auraient-ils plus qu'à choisir leur camp dans tous les domaines ? Et les deux camps très opposés. Et donc c'est le campisme, c'est comme ça qu'on dit, la polarisation, l'absence de débats contradictoires dans le même lieu, vient de gagner une nouvelle manche avec l'éviction d'Olivier Nora. Il faut pourtant... et c'est ce que je crois profondément, existe dans le respect des opinions contraires. C'était la maison d'édition Grasset, et c'est LCI. Abnous, oui. On vous connaît ici, oui. Mais vous êtes aussi une autrice éditée par Grasset, oui. Par Olivier Nora,
romancière, essayiste. Est-ce que vous signez, vous aussi, ce texte? Est-ce que vous quittez Grasset? Oui, je l'ai signé. Oui, je l'ai signé sans l'ombre d'un doute, sans l'ombre d'une hésitation. Quand j'ai appris mardi par un coup de fil de Marc Weizmann qu'Olivier Nora a été viré, il n'y a même pas eu une seconde de doute. J'ai dit à Marc, qui était entièrement d'accord, on se casse. La question ne se posait même pas, parce que, vous voyez, je vais vous raconter ma vie comme d'habitude, mais en essayant de pas pleurer, vous voyez, d'hiver, et c'est une fête persane, donc c'est dire si je m'en souviens. 2013, j'ai signé mon premier livre avec Grasset et Olivier Nora. Et c'était un livre, mon premier, Féministes des mois, que j'avais envoyé par la poste à plusieurs maisons d'édition, à 5 maisons d'édition. Beaucoup m'avaient rappelé, et donc j'avais le choix. Ce qui est assez rare, et il y a un avant-après dans ma vie. Grasset, Olivier Nora, et j'allais voir les maisons d'édition une par une, et quand je suis rentrée chez Grasset rue des Saints-Pères, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai trouvé ma maison biscornue. Parce que la peinture était pas faite, l'escalier était pas droit, et en haut de cet escalier, je vois cet homme que je ne connaissais pas, Olivier Nora, qui m'attendait. Déjà qu'un directeur vous attende pour une auteure dont il avait juste lu le manuscrit reçu par la poste, et il savait pas qui j'étais, moi ça m'a déjà, mais avant même de le voir, l'odeur de vieux de cette maison biscornue, je me suis dit, je suis chez moi. Alors je sais que j'ai tendance à perdre mes maisons depuis l'exil, moi ça m'a brisé le cœur. Tout ce qu'a dit Ruth sur la fin de l'indépendance éditoriale, la liberté d'expression, moi, toute ingérence idéologique me dégoûte, me désespère, et justement, à cause de mon passé d'Iran, je ne supporte pas ça. Et à Grasset, je connaissais déjà le catalogue, je veux dire que tant de gens différents cohabitent, et que pendant 26 ans, cet homme, Olivier Nora, qui était aussi exigeant, que généreux, que bienveillant, et qui a toujours, et qui la gardera jusqu'au bout, une élégance intellectuelle et morale hors pair, que cet homme-là, pendant 26 ans, nous ait tous fait cohabiter, tout en donnant un style à sa maison, nous qui étions tellement différents, et que je lise les bouquins de tous les autres, et que j'ose espérer qu'il lisait les miens, parce que c'était ma maison. Je trouve ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et toute la dimension politique est vraie. Et ben moi je vous dis, moi c'est la dimension émotionnelle. Moi j'ai le cœur brisé. Comme après une rupture, j'ai le ventre creux. Moi je trouve que je trouve qu'au nom, je comprends pas au nom de quoi on bousille le patrimoine français. Parce que Grasset, depuis 1907, c'est des éditeurs, c'est des auteurs enthousiastes qui, avec des larmes, de la joie, du travail, ont constitué ce qui est aujourd'hui le catalogue de Grasset. C'est énormément de travail, c'est énormément d'engagement. Et ce qu'on est en train de regarder, et que personne n'ose vraiment formuler, c'est qu'on est en train de regarder le cadavre de ce qui est un énorme morceau du patrimoine français, qui est l'honneur de la France. Et ça, avoir été inscrite dans cette maison, moi déjà c'est une de mes grandes fiertés, et la voir mourir, et de me dire que plus jamais je vais pousser la porte de la rue des Saints-Pères, moi ça me brise le cœur d'un point de vue personnel. Je trouve que c'est dégueulasse. Et je trouve que cet homme est un grand homme, un grand éditeur, et qui va recommencer, évidemment. Mais il y aura plus jamais Grasset. Mais il va refaire une maison d'édition. Certainement refaire des choses. Mais la maison Grasset, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on dit des maisons d'édition que c'est des maisons. C'est que ça a un sens. Et celui qui donne le cœur, qui le fait battre, c'est celui qui est en haut. Et Olivier Nora a fait ce boulot pendant 26 ans, donc voilà. Et si, je voudrais juste rajouter un truc, je voudrais, pendant les jours qui viennent, éviter toute chasse à l'homme, chasse aux sorcières, de ceux qui restent, que ce soit les éditeurs, les employés, les auteurs. Parce que moi, j'ai une micro-notoriété qui me permet là, bravage, de dire, je me casse. C'est facile, entre guillemets, pour moi, de le faire. J'ai un contrat, un roman chez eux. Mais des auteurs, jeunes auteurs qui vivent sur leur avaloir, qui ont leur bouquin qui sort de la semaine prochaine, des éditeurs qui ont bossé, la rentrée littéraire de septembre, c'est celle d'Olivier Nora. On peut pas la boycotter. Moi, quand j'entends des appels au boycott de livres qui ont été écrits, bossés, ça me rend malade. Donc non, il y a ceux qui peuvent, ceux qui partent. Les autres, c'est notre devoir aussi de les soutenir et de pas les abandonner à la vindicte populaire et aux accusations de traîtrise, etc. Voilà. Juste Arthur,
a annoncé son deuxième livre devait sortir le 27 mai, et il rend un hommage extrêmement ému à Olivier Nora, et il annonce qu'il reporte la parution de son prochain livre. C'est un exemple, mais effectivement, dans la pétition, dans le texte qui a été signé, il y a exactement ce que vient de dire Abnous, c'est-à-dire nous ne jetons pas la pierre à ceux qui restent. Non. C'est déjà très difficile, c'est un métier très difficile. Ceux qui soutiennent Vincent Bolloré disent un dirigeant d'entreprise a le droit de choisir avec qui il travaille. Bon, mais moi, j'ai le droit d'avoir le cœur brisé et de penser que c'est le patrimoine français qu'on assassine sous mes yeux. C'est pas une entreprise de production comme une. C'est ça. Non. C'est pas, on fabrique pas des boulons. Non, la matière, c'est une matière vivante. Je comprends parfaitement. Je suis extrêmement touché, ému par ce que dit Abnous. Je comprends son émotion. D'autant que souvent, quand même, c'est très incarné, les maisons d'édition. C'est porté par des gens qui croient à des projets auxquels personne ne croit au départ, et des gens qui ont une intuition qui peut être géniale. Donc, je comprends la logique de l'actionnaire, mais il faut aussi comprendre une autre. Il n'y a pas que celle-là dans la vie, heureusement. Est-ce qu'il y a une logique business là-dedans? C'est pas évident. C'est pas évident parce que là, c'est une maison bénéficiaire. C'est une maison qui marchait, comme on dit. Qui était bénéficiaire, peut-être. Non, qu'il l'est toujours. Non, mais qu'il l'est toujours, mais je ne sais pas si, plus. avec ce qui se passe, non. Oui, voilà, il y a un risque économique là. Non. Pascal, mais c'est bon parfois de parler avec les tripes aussi. Mais oui, surtout là. On parle de littérature, c'est une affaire sérieuse en France, et ça devrait l'être partout. Vous gardez la parole, Pascal. Reparler de voiture. Je vais avoir du mal, après ça. Ah, on va tous avoir du mal. On va tous avoir du mal, même Abnous qui est en train de. Moi aussi, j'ai un peu de mal. Qui est en train d'essuyer ses larmes. Pardon. On reparle de voiture parce qu'il y a un défi à l'ancienne qui tente à nouveau d'être relevé. 5 poids lourds électriques qui font à Paris-Berlin. 100% électrique, absolument, des véhicules de 40 tonnes avec des batteries de nature différente pour démontrer que le transport routier, y compris le transport routier international, est éligible à l'électrique. Les véhicules mis en ligne, ce sont des marques différentes, Daimler, Renault Trucks, MAN, Volvo, Scania, des véhicules qui vont recharger tous les 500 km. C'est-à-dire qu'ils s'arrêteront moins souvent pour recharger qu'ils n'auraient dû le faire en raison de la réglementation sur les temps de conduite. La réglementation sur les temps de conduite, c'est on ne peut pas conduire plus de 4h30. Les électriques sont régulièrement utilisés pour le dernier kilomètre. Quand on se balade dans les métropoles, mais pas seulement d'ailleurs, dans toutes les villes, on voit souvent des petits camions électriques qui viennent réaliser le dernier kilomètre, la livraison finale. Ils n'ont pas parcouru de très grande distance, mais ils sont là. Et cette épopée routière, eh bien, elle est organisée par un GIE, une joint venture, qui aujourd'hui investit pour installer partout en Europe, en France en particulier, des bornes électriques, de super bornes électriques, si vous voulez, à recharge extrêmement rapide pour les camions. Ceux qui ont un véhicule électrique savent que même avec une borne adaptée, il faut une vingtaine de minutes pour recharger 80% d'une batterie vide, d'une berline. Donc vous imaginez, quand il s'agit de transporter 40 tonnes, quel est l'effort qu'il faut produire. Alors, ces poids lourds électriques, pour le moment, ne sont que 2200 véhicules en France sur 570 000, mais la tendance, on est au point de départ. Moi, je regarde toujours ce qui se passe au point de départ. Il y a toujours du foisonnement, des hésitations, mais la tendance, elle est plutôt bonne puisque on a vendu 865 camions électriques. Alors, comment faut-il prendre le virage ? D'abord, comment faut-il prendre le virage et comment le soutenir, ce virage ? D'abord, compter sur l'innovation, se référer à la loi de Moore. La loi de Moore, vous savez, c'est une loi qui dit que l'innovation, elle n'est pas linéaire. Elle est très souvent ascensionnelle, elle est exponentielle, des progrès extrêmement constants. On va d'ailleurs apprendre ça, on va apprendre en produisant en réalité. Et le deuxième argument, c'est de dire que le signal prix va lui aussi se renverser, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure s'agissant des voitures électriques. Pour le moment, le diesel comporte évidemment un avantage, le coût total opérationnel, c'est-à-dire l'achat plus l'exploitation est encore favorable au diesel de 10 à 30% selon le tonnage, mais à partir de 2030, la tendance va se renforcer et toutes les entreprises qui vont investir aujourd'hui sur des poids lourds électriques en retireront un bénéfice à partir de 2030, un bénéfice de l'ordre de 10 à 15% en termes d'exploitation, ce qui est considérable. Et puis enfin, il y a une action de l'État qu'il faut attendre, notamment le suramortissement comptable de l'électrique. La facture des camions propres va baisser progressivement.
temps. Nous avons de surcroît en France une électricité décarbonée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a ces incitations fiscales, il y a un fonds public d'investissement qui représente actuellement un coup de pouce assez significatif. Un tracteur, c'est environ 250 000 euros. Celui qui achète de l'électrique peut obtenir une subvention de 60 000 euros. Donc vous voyez, c'est pas complètement nul. Ça représente pratiquement un quart du prix d'achat. Ce dont nous avons besoin maintenant, et je vais conclure là-dessus, c'est de persévérance. Prenons la leçon de ce qui s'est passé avec les véhicules électriques. C'était le zigzag, pour reprendre une image routière. Une fois tout électrique, on a eu d'abord le tout diesel, ensuite le tout électrique. On s'aperçoit que le mix énergétique, c'est quand même pas complètement idiot. Donc cessons ces allées et venues, ces volte-face. Il faut aujourd'hui des politiques publiques construites et garanties dans le temps. Abnouz, on vous retrouve pour votre parti pris international. Pas joyeux, toujours pas joyeux. On commémore, je ne sais pas comment dire, ces jours-ci, la bataille d'El Fasher au Soudan. La guerre oubliée, le bilan est revu à la hausse. C'est un massacre. C'est un massacre. Et vous nous parlez de la hiérarchie des larmes. Exactement. Au Soudan, depuis avril 2023, il y a cette guerre civile qui a fait au moins 150 000 morts. Certaines estimations montent jusqu'à 200 000, rien que dans l'état de Khartoum. En 2025, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a recensé 11 300 civils tués juste pour 2025. Chiffre partiel sans les corps non identifiés ni les disparus, représentant, je cite, une augmentation de plus de 2,5 fois par rapport à 2024. 19 millions de déplacés et de réfugiés au total, 8,6 millions à l'intérieur du pays et plus de 4 millions de réfugiés ayant franchi les frontières en Égypte, au Soudan du Sud et au Tchad. 25 millions de personnes sur 50 millions d'habitants qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave, 19 millions d'enfants confrontés à de graves pénuries alimentaires. L'ONU l'a dit et le redit, c'est au Soudan que se déroule en ce moment même la pire crise humanitaire du monde. Alors comment on est arrivé là? Eh ben, c'est deux chefs de guerre, Abdel Fattah al-Burhan, qui commande l'armée régulière, les FAS, soutenue par l'Égypte, la monarchie, le Qatar, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Érythrée, l'Ukraine, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, le chef de la milice paramilitaire, les FSR, soutenu par les Émirats Arabes Unis, la Russie et les se battent pour le pouvoir absolu. Concrètement, c'est une compétition pour la rente, pour leur propre pognon, hein, je vais aller vite. Hein. L'armée de al-Burhan contrôle le budget de l'État, voilà, et les FSR de Hemeti contrôlent les mines d'or et les flux migratoires. C'est deux mondes économiques parallèles et chacun qui peuvent pas vivre comme très personnel en dehors de l'ego. Hemeti, retenez bien ce nom, certains l'ont déjà entendu. C'est l'homme déjà accusé de nettoyage ethnique il y a 20 ans au Darfour, toujours en liberté, toujours en guerre, toujours tueur en toute impunité et cet homme n'a jamais été jugé et il continue à tuer aujourd'hui. Et alors je vais vous poser une question simple, combien de fois par semaine vous entendez parler depuis 2023 de ce conflit à la radio? Combien de unes de journaux qui parlent de ces morts quotidiens, de ces viols, de ces hôpitaux qui sont bombardés, de ce viol permanent utilisé comme arme de guerre, un hashtag devenu viral peut-être, une manifestation organisée à la République, un samedi ou tous les samedis? Non, rien du tout, et ben oui. Et donc il est légitime de se demander pourquoi. Et la vraie question à cette réponse que j'ai trouvée, c'est celle de la narration. C'est mobilise des universitaires, des artistes, des éditorialistes, des sociologues, des anthropologues, des historiens, qui vous voulez. Je ne dis pas que le fait qu'ils se mobilisent soit illégitime. Ce que je dis, c'est qu'elle est sélective. Et que c'est le fait que ce soit sélective, que cette sélectivité, il faut qu'on la regarde en face. Faut qu'on soit franc avec nous-mêmes parce que, je veux dire, là, je viens de vous faire la démonstration qu'il y a une réalité. Le confort, c'est facile, l'esquive, c'est facile, et je refuse. Parce que quand même, la même gauche qui défile pour Gaza est silencieuse sur les Soudanais qui meurent par dizaines de milliers. Et on est obligé de se demander, c'est quoi le critère? Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Le critère, c'est la présence dans l'équation d'Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est un État juif. Et ça, je suis désolée, il n'y a que quand il y a Israël dans l'affaire, donc un État juif, que tout d'un coup, il y a une telle mobilisation. Moi, j'adorais voir la même chose, comme j'aurais adoré le voir pour le Yémen. Je ne compte pas le millier de morts et le nombre d'enfants malnutris, pas soignés, et les maladies disparues qui reviennent. Ou pour la Syrie, plus de 800 000 morts, des gamins gazés avec du gaz sarin, personne n'a bougé, pas de manifestation en République. C'est la seule variable. La présence de l'État israélien qui est capable de transformer un massacre en cause universelle, une famine en urgence mondiale planétaire et des réfugiés en symbole.
Et je dis pas ça pour minimiser les morts à Gaza, que les choses soient claires. Je le dis pour dénoncer quelque chose que je trouve beaucoup plus grave, l'instrumentalisation de la souffrance humaine. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le fait de n'être touché que par les massacres, que lorsqu'ils permettent de pointer un ennemi qu'on s'est inventé, qui est bien confortable, de le pointer du doigt et de dire, regardez, c'est encore la queue de l'Occident qui remue. Et donc, il faut être absolument contre. C'est que notre... je sais pas comment dire, c'est notre compassion, voyez, le fait qu'il soit lié, tu vois, à des besoins politiques, à des besoins de calendrier politique, à des besoins idéologiques, c'est qu'on en oublie tous ces êtres humains qui sont en train de mourir sous nos yeux, si on soit capable d'en parler.